Yo yo yo! Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Pourquoi il faut regarder, on va parler de mon réalisateur préféré, Akira Kurosawa. Et je vais pas vous mentir, ça me fait un petit effet. Mais avant ça, comme d'hab, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez, lâchez même un commentaire, mettez le pouce bleu, c'est important, ça aide et c'est super cool. Nous en tout cas, on enchaîne parce qu'aujourd'hui, on va parler de son film sobrement intitulé Vivre, sorti en 1951. Vivre est l'histoire d'un homme, Watanabe, atteint d'un cancer. Il a travaillé 30 ans dans le même département. Sa vie est plutôt ennuyeuse et monotone. En apprenant sa maladie qui ne lui laisse que moins d'1 an à vivre, Watanabe va renaître mais aussi se rendre compte qu'il peut laisser quelque chose de significatif derrière lui. Bon, par quoi commencer? Akira Kurosawa a inspiré toute une génération de cinéastes et continue de le faire avec par exemple le nouvel Hollywood et Star Wars en tête. C'est un réalisateur très important. Il est surtout connu pour les films de samouraï ou qui se passent dans le Japon médiéval, comme Rashomon, Les 7 samouraïs, Yojimbo, Le Château de l'Araignée, et bref, vas-y, je pourrais continuer. Mais aujourd'hui, justement, je voulais pas commencer parlant de cela, parce que si Kurosawa est connu à travers les samouraïs, ses histoires contemporaines sont aussi bien et possèdent des chefs-d'œuvre comme Un chien enragé, Les salauds dorment en paix, quel titre au passage, ou encore Vivre, dont on va parler aujourd'hui. Et je les conseille tous, mais de toute façon, je vous conseille aussi toute la filmo d'Akira Kurosawa. Vivre n'est pas que la renaissance de Watanabe, son personnage principal, c'est aussi la renaissance de son réalisateur, qui d'ailleurs a coécrit le scénario aussi. À cause de son film précédent, L'Idiot, qui est sorti en 1951, qui a été un échec public et critique, Kurosawa a failli plus jamais retourner. Il avait déjà des films prévus avec le même studio, mais suite à l'échec de L'Idiot, du coup, ils ont tout annulé. Et il a fallu attendre la même année, en 51, que Rashomon, le film d'encore avant, gagne le Lion d'Or à la Mostra de Venise pour que ça relance la carrière d'Akira Kurosawa. En gros, le mec sort Rashomon en 1950. Jusque-là, tout va bien. Puis, il sort L'Idiot, exactement le 23 mai 1951. Échec total, c'est la merde pour lui, et à la Mostra de Venise de la même année, qui se déroule entre le 20 août et le 10 septembre 1951, il gagne la plus belle récompense avec Rashomon, son film de 1950. Cimer l'ascenseur émotionnel en fait. Il retournera à la Toho, son studio de cœur, qu'il accueillera pour réaliser Vivre. Petite interlude sur la Toho, qui est l'un des studios les plus réputés du Japon et qui produit vraiment des choses différentes. C'est à eux qu'on doit le tout premier Godzilla sorti en 1954 et plein de suites qu'il y a derrière. Mais aussi, ils ont produit de grands réalisateurs comme Mizoguchi et Ozu. Et ils ont aussi produit la majorité des films d'Akira Kurosawa depuis son premier film. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ce film? Grâce à une histoire assez cool. En fait, c'est un étudiant qui a gagné un prix qui a été remis par Scorsese lui-même. Et en fait, l'étudiant lui avoue qu'il n'y connaît rien en cinéma non anglophone, en tout cas cinéma étranger. Quelques jours plus tard, il reçoit une lettre de la part de Scorsese lui-même qui lui a fait une liste de 39 films non anglophones en lui disant « Voilà, s'il y en a qu'il faut voir, c'est ceux-là ». Et dans ces 39 films, il y a Vivre. Il y a aussi Les 7 samouraïs d'ailleurs. Mais l'histoire, je la trouve cool et ce mec toujours aussi stylé quoi. Et c'est pas pour rien que Vivre est dans cette liste. Kurosawa lui-même trouve que c'est son meilleur film. Après, ça veut pas dire grand-chose. Coppola, il déteste Le Parrain. Enfin bref, Other Story. C'est un film assez spécial en termes de rythme, parce qu'il possède plusieurs actes, un peu comme au théâtre. Et même si c'est pas défini comme ça dans le film, ça reste assez voyant. Et chaque acte possède son propre rythme. Au début, on suit le personnage dans une routine ennuyante jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il a le cancer, retourner dans une dépression et la réalité de sa famille. Ensuite, le film change de dynamique parce qu'il se retrouve enrôlé dans une nuit mouvementée avec un inconnu, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui peut être assez déroutant en tant que spectateur, parce que si on n'adhère pas à l'un de ces actes, on peut voir son esprit un peu voguer ailleurs. Et dans une époque où tout va très vite et le moindre silence, tout ce qu'on a envie de faire, c'est prendre son portable pour regarder 2 secondes si on a un message, et même moi, j'ai ce putain de réflexe que je déteste, et ça peut un peu casser l'immersion du film. Donc ce que je vous conseille, c'est foutre le portable loin de vous, comme ça cet automatisme de merde, il n'arrive pas, parce que franchement, vous pourriez rater des moments incroyables, plein de poésie, qui sont dans Vivre. Parce que Vivre fourmille de détails et de plans millimétrés, juste les arrière-plans. Prenez ce shot par exemple, on est en plongée sur le mec au premier plan qui parle et Kurosawa en profite aussi pour travailler l'arrière-plan. Le cadrage est millimétré avec le carreau de la fenêtre et ce genre de détail revient très souvent dans Vivre. Mais autre chose est millimétré, ce sont les gros plans. À l'école de cinéma, un prof un jour a dit « Faites attention aux gros plans parce que ce sont des bombes ». Et c'est exactement ça, parce que c'est vrai que de se retrouver aussi proche d'un personnage,
on a l'impression de rentrer dans sa psyché, enfin l'émotion est beaucoup plus intense. Et c'est pour ça qu'il faut traiter les gros plans comme des bombes. Et bah dans Vivre, mon Dieu, comme chaque gros plan c'est 50 kilos de dynamite. Ils sont puissants. Je peux en caler un au montage. Malheureusement, ce sera pas si parlant parce qu'il arrive à des moments donnés. Et donc, il faut voir la scène pour comprendre la symbolique et la puissance du plan. Mais quand même, regardez-moi ces yeux. Enfin, le jeu de Takashi Shimura qui joue Watanabe dans ce film est d'une précision incroyable. Je trouve personnellement que le jeu d'un acteur doit se jouer dans les yeux d'abord et ensuite dans les gestes. Il y a cette fameuse phrase qui dit « Les yeux sont les reflets de l'âme ». Bah ouais, en fait. Et encore plus au cinéma. Et là, on a l'impression de plonger littéralement dans l'âme de Watanabe. Mais même comment les gros plans sont éclairés, les yeux scintillent. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont travaillé la lumière exprès par rapport à comment ça allait rendre dans son iris. C'est peut-être pas le cas, hein. C'est juste un ressenti, mais je trouve ça assez fou. D'ailleurs, le compositeur de Vivre s'appelle Fumio Ayazaka. Et à part un seul film, il a composé la musique de tous les films de Kurosawa à partir de L'Ange Ivre jusqu'au 7 Samouraïs. Ce qui fait 7 films. Il a aussi composé plusieurs films de Mizoguchi, dont son film le plus connu, Les Contes de la Lune Vague après la pluie. Quel titre encore d'ailleurs. Ayasaka meurt en 1955 et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres collaborations après dans la filmo de Kurosawa. Akira Kurosawa est surtout connu pour ses chambara, des films qui racontent la grande histoire du Japon, à l'instar des westerns américains. Mais ces films contemporains racontent aussi le Japon, sa société, ses qualités et souvent ses défauts, comme Dodeskaden ou l'après-seconde guerre mondiale. Et Vivre n'en démord pas, et au-delà du discours philosophique de qu'est-ce que vivre, ou en l'occurrence qu'est-ce que mourir, il y a un vrai regard noir sur l'État, sur ses fondements, sur son administration et ses fonctionnaires. Et Watanabe en est un. C'est le chef de service du génie civil. Le film commence avec la même scène que dans les 12 travaux d'Astérix. Vous vous rappelez de cette scène où ils font que des allers-retours dans une administration? Et bah là, pareil, un groupe de femmes vient demander de l'aide et elles se font littéralement trimballer dans tous les services possibles. Mais dans une société où il ne faut surtout pas déranger autrui, quand Watanabe se retrouve devant le maire et qu'il force pour avoir ce qu'il veut, tout le monde est choqué. C'est tellement inhabituel, même son assistant derrière tire Watanabe pour qu'il s'en aille, mais il reste. Et tout ça, Kurosawa, le film d'en Vivre. D'ailleurs, dans le livret qui vient avec le Blu-ray, qui est un très bel objet au passage, Kurosawa dit qu'il ne peut pas contenir sa colère contre les yakuza et les fonctionnaires, et c'est une obsession. C'est marrant parce que l'histoire de Vivre, justement, suit un fonctionnaire, et l'histoire de l'ange ivre suit un yakuza. Ce qui est intéressant à voir, c'est que Kurosawa, c'est un vrai optimiste. Il est contre les institutions, mais pas contre les individus. Je vais devoir raconter un peu ce qui se passe à un moment du film. Alors, c'est pas la fin, vous inquiétez pas, mais je vais quand même être obligé de raconter ce moment. Parce que ce qui est intéressant, c'est aussi comment il traite cette question. Et il la traite par le biais de qu'est-ce qu'on lègue à sa mort. Et il la traite d'une manière vraiment très belle. Parce que nombreux sont les films héroïques et beaux, mais dont la conclusion est inatteignable. Je veux dire, au bout d'un moment, quand t'as le super-héros, il sauve une planète, ou quand t'as un policier dans un thriller, il arrive à sauver une petite fille, voilà, c'est pas quelque chose que, en tant comme nous, dans la vie de tous les jours, on peut faire. D'en Vivre, c'est léguer quelque chose à notre hauteur. Là, en l'occurrence, il lègue à travers son travail la construction d'un parc pour sauver un quartier. Et c'est pas du tout quelque chose d'inatteignable. Et c'est ça le plus important. On peut changer les choses, rendre les gens heureux à notre échelle. Et ce propos est beau. Mais il y a aussi ce qu'on lègue à sa famille. Là, son fils le méprise, il est ingrat. Et sa femme appelle Watanabe la momie. Mais c'est quand il meurt, quand sa bonne action est déjà faite, que le fils se rend compte de sa bêtise, se rend compte que son père était plus qu'une simple momie. Certes, maintenant c'est trop tard, mais cette dernière action du père laissera une trace indélébile au fils et le fera devenir une meilleure personne. C'est certes un film pessimiste sur son administration et ses institutions, mais il reste optimiste sur qu'est-ce qu'on peut léguer après sa mort, et sans le rendre impossible, parce qu'il faut aimer maintenant et pas demain. Et le titre japonais, c'est Ikiru, littéralement vivre. Donc le propos, il est là, mais faut-il attendre de mourir pour commencer à vivre ?